Salut tout le monde, on continue la série avec notre Switch Car et aujourd'hui on va découvrir la Peugeot 3008 Hybride 4 de cette année, le dernier modèle, qui était, je crois que la voiture qui est jusqu'à présent celle avec le plus de finition et d'options que j'ai jamais pu conduire de ma vie. Je prends un petit tour déjà du cockpit. Voilà, on s'installe donc à l'intérieur du 3008. Donc on est sur vraiment le dernier modèle qui est un hybride 4, c'est-à-dire avec un moteur électrique à l'avant, un moteur électrique à l'arrière et en plus un moteur essence dans cette finition, enfin dans ce modèle-ci, qui permet d'atteindre, en tout cas sur le papier, la puissance de 300 chevaux. Donc, on est vraiment sur une voiture là qui est en location, hein. À nouveau, je vous rappelle vite fait, moi je suis avec l'option Switch Car vers Liberté qui permet, quand je pars en vacances, là c'est le cas, c'était le cas, on partait en vacances, de changer de ma voiture électrique vers une voiture thermique pour pouvoir faire plus de kilomètres sans être trop embêté avec l'autonomie. Voilà, on a eu quelques péripéties, j'en ferai peut-être une vidéo à l'occasion sur le service Switch Car, mais là on va se concentrer sur ce véhicule là, la découverte de ce 3008 qui est vraiment, on a fait quelques milliers de kilomètres, c'était vraiment sympathique à conduire, c'est le moins qu'on puisse dire. Et je vous fais un petit tour de l'habitacle. On est dans un espèce de cockpit d'avion. Franchement, il y a des boutons un petit peu partout. Donc c'était assez déroutant au début pour trouver un petit peu ses marques, surtout quand on me l'a loué un peu brut de décoffrage là chez Sixt, en disant allez-y. Donc je vous fais un petit tour de ce que j'ai dans la voiture. Donc c'est la finition GT, ce qui explique un certain nombre d'options dans le véhicule. Et qui, franchement, je le redis encore, mais c'était très chouette. On commence avec, parce que je le vois devant mes yeux, on est sur une finition focale au niveau des haut-parleurs. Donc notre bon vieux fabricant de Stéphanois, il me semble, de haut-parleurs, très connu dans le monde de la hi-fi. Et c'est vrai qu'on avait un joli son pour passer la longue route jusqu'aux vacances avec la musique. C'est une voiture qui a plein de boutons partout, comme je disais, à commencer par finalement là où il y en a le moins, on va dire, c'est au niveau du volant. On a juste des commandes de volume, des commandes pour gérer l'écran, je vous montrerai tout à l'heure, des commandes pour gérer la téléphonie et pour gérer tout ce qui est radio, etc. Et ensuite, ce qui se passe, ça va être un petit peu derrière le volant, c'est-à-dire ici, si je vous montre comme ça un petit peu à l'arrache. Vous avez des palettes pour changer les vitesses, parce qu'on est sur une boîte automatique à 8 rapports, il me semble. Mais vous pouvez donc reprendre entre guillemets la main sur l'automatique et rétrograder ou demander une vitesse supplémentaire en cas de besoin. Vous avez une manette ici que j'avais même pas vue au départ parce que de mon point de vue elle était complètement cachée. Une manette ici qui permet de régler tout ce qui est régulateur. Donc avec une molette au milieu qui permet de passer en limiteur ou en régulateur. Un bouton qui permet de gérer l'espacement avec les véhicules d'avant, ça c'est le régulateur adaptatif, ça c'était pas mal. Un bouton pause resume et des boutons derrière qui permettent d'augmenter ou de diminuer la consigne de vitesse. Après le reste c'est des commodos, tout ce qui est plus classique. Et on va passer sur les quelques boutons aussi qui sont sur la gauche ici. On a les fonctions donc pour être gardé dans sa trajectoire. Pour garder sa voie, ça c'était vraiment super, hein. Entre le régulateur adaptatif et la maintien dans la voie, franchement pour conduire c'est vraiment cool quoi. Vous avez tout ce qui est programmation de la climatisation, sécurité enfant, et celui-là c'est tout ce qui est éclairage il me semble à l'intérieur, parce qu'il y a toute une ambiance de LED un petit peu partout à l'intérieur qui reste allumée tout le temps. Certaines en plus quand on est à l'arrêt, mais certaines qui sont tout le temps présentes. Donc ça voilà, c'est à voir. Là on a tout ce qui est commande d'essuie-glace, commande électrique, ça aussi classique. Et après on retrouve, ça c'est la partie bouton où on a l'impression d'être dans un avion, où c'est pas forcément très intuitif parce que vous en avez une rangée là et une rangée en dessous encore pour faire plein de choses. Donc ça va de la gestion musique, clim, GPS intégré, fonction de la voiture, téléphonie, application. Ouais, bon, ça c'est par là qu'on accède aussi au CarPlay ou Android Car Auto, donc ça c'était pas mal. Les warnings, les sièges chauffants à gauche à droite, tout ce qui est désembuyage, recyclage, verrouillage, commande de volume à nouveau ici, et puis un petit raccourci pour accéder
au menu d'énergie, voir comment la voiture est en train de fonctionner. Est-ce que c'est le moteur électrique, est-ce que c'est le moteur thermique, est-ce que c'est les deux, est-ce que je recharge, etc. etc. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Après, commande centrale, on a là le joystick, c'est pour ça que je vous dis que ça fait vraiment très avion. Le bouton start and stop, on est sur un moteur qui fait du start and stop d'ailleurs. Donc là c'est pour le mettre en route déjà, on appuie là-dessus, on a tous les écrans qui se mettent en route. Et pour passer d'un mode à l'autre, en fait il faut bien engager le petit bouton sur le côté, et pour passer soit en drive soit en rear. Et là qu'est-ce qu'il me dit? Carburant faible, il faut que j'aille refaire le plein puisqu'on va aller rendre le véhicule. Le frein de parking, l'aide à la descente, ça c'est quand on est en mode avec 4 roues motrices. Et les drive modes, alors ça c'est le côté sympa, c'est qu'on est sur un hybride rechargeable, mais on peut quand même choisir de basculer soit en étant que sur une espèce de mode sport, un mode à 4 roues motrices avec les moteurs électriques. Et si je continue à changer, j'ai le mode hybride, ça c'est celui qu'on utilise le base, et le mode électrique complet, sous réserve que vous ayez assez de batterie, ce qui n'est pas mon cas là tout de suite, donc je ne vais pas pouvoir vous montrer ça. Mais on peut garder un mode électrique jusqu'à 130 km/h. Au niveau de l'écran là-bas, tout est personnalisable, dans le sens où la présentation n'est pas du tout figée. Là je suis sur un mode où on voit le contrôle de trajectoire, on va voir les véhicules qui sont devant nous, etc. Et on peut, avec la molette qui est ici, on va pouvoir changer sur d'autres présentations. Donc tout l'écran est comme un écran en fait, finalement. Et donc tout peut être changé. Vous pouvez mettre en mode navigation si vous voulez avoir plutôt le côté carte qui s'affiche au milieu. On peut avoir le côté cadran, donc ça c'est le truc plutôt compteur de vitesse classique. Et on a même un mode personnalisé où on peut choisir un petit peu qu'est-ce qu'on veut voir. Moi j'aimais bien, c'était quoi? C'était conduite, c'était pas mal je crois au final. Celui que je mettais le plus souvent. Voilà, c'était celui-là parce que c'est quand même dynamique. Par exemple, si vous mettez une destination dans le GPS intégré, il y a un TomTom qui est à l'intérieur. Quand il y a une direction, donc ça va s'afficher tout le temps la carto ici, mais quand il y a un changement de direction, il va vous l'afficher aussi à la place de ce cadran-là temporairement, quand il faut sortir, etc. Là-haut, on retrouve tous les trucs classiques de SOS, de lumière, etc. qu'on a maintenant sur quasiment tous les véhicules. Et qu'est-ce que je vous ai pas dit? Qu'est-ce qu'on a encore? Qu'est-ce qu'on trouve ici? On a la boîte à gants qui est climatisée, donc ça faisait petit frigo pour le voyage, c'était très bien. Avec la petite lumière à l'intérieur pour le soir, c'est très bien aussi. À l'arrière, quand même pas mal de place, les systèmes Isofix, une petite trappe pour accéder au coffre et qui permettait de poser les bouteilles pour les enfants qui étaient contents aussi. Niveau de confort vraiment sympa. Là c'est toute une série de TEP, donc peut-être à la limite ce qu'on pourrait dire c'est que c'était un petit peu chaud quand il fait chaud, mais la clim fonctionne très très bien, donc pas de souci de ce côté là. Les réglages de siège, parce que ça m'a fait rire un petit peu, ça m'a fait rire 2 minutes, se trouvent tous sur les côtés ici, et donc vous avez plein de molettes qui permettent d'avancer, donc c'est tout électrique, ou de reculer le siège, les inclinaisons, relever, descendre, inclinaison de dossier, et vous avez aussi un petit joystick ici qui sert à tout ce qui est renfort lombaire. Donc il faut l'appuyer et il faut sentir dans le bas du dos que ça modifie un petit peu la manière dont se positionne le siège pour tout ce qui est renfort au niveau des lombaires. Vous avez des mémoires par conducteur, si vous êtes 2 conducteurs habituels, ce qui permet de ne pas avoir à tout régler à chaque fois. Et ça c'est le bouton magique, ça c'était rigolo, je crois que j'ai jamais vu ça sur une voiture avant celle-là. C'est le bouton massage du dos. Par contre je crois qu'il faut que je sois peut-être que je sois... Non c'est bon, il le fait. Et donc vous voyez à l'écran, je vais avoir, vous savez, comme les sièges massants que vous avez dans les magasins style Nature et Découverte, là, et ben pareil. On peut vraiment se faire masser le dos si je vous le remets. Je vais mettre moyen. Et voilà, là je sens dans le dos, c'est en train de passer dans tous les côtés. Donc c'est un petit peu gadget malgré tout, même si on peut dire qu'ok ça détend, mais bon. Vous pouvez avoir un effet patte de chat. C'est 4 pas haut. Donc vous avez l'impression qu'il y a un chat qui vous marche sur le dos, soit. Bref, ça c'était la fonction un petit peu gadget, mais bon, c'était quand même assez étonnant de voir ça. Vous avez donc le CarPlay Android Auto, il y a aussi une application que vous pouvez installer sur le téléphone, qui permet de régler, de piloter la voiture à distance, allumer le chauffage,
la clim, et puis un certain nombre de fonctions comme ça, qui sont bien utiles. Le passage voilà, avec le mode clim, hein, je vous dis qu'il est bien efficace aussi. Ce côté bouton là, pas forcément hyper intuitif au final. Quand on est en train de conduire, savoir lequel est lequel, ouais, je n'ai pas trouvé ça hyper intuitif, mais bon, en même temps, je l'ai pas eu non plus très longtemps. Donc, j'ai fait surtout de la route, donc j'ai fait surtout du moteur thermique. Vous voyez, on a fait presque 2900 km, on était à une moyenne de 6,6 litres. Ce qui est quand même honnête. Hein. Moi, je roule pas très vite. Hein. Après, je ne suis pas un aficionado du 130 sur l'autoroute non plus, même si cette voiture, franchement, elle le fait sans souci. Donc, on déverrouille le frein, et puis on passe en drive. Et puis, je vais mettre le téléphone quelque part, et puis je vous reprends pour un petit peu de conduite. Donc comme un véhicule hybride classique, quand on démarre vraiment sur les basses vitesses au début et en fonction du niveau de charge de la batterie, hein, évidemment, on va fonctionner sur le moteur électrique qui va permettre d'amorcer vraiment le mouvement. Et ensuite, oui, niveau de carburant faible, je sais, il va nous le dire quelques fois, il nous reste 70 km, ce qui est largement suffisant pour que j'aille faire le plein, mais il va râler régulièrement. C'était pas sympa, on est rentré de nuit. J'ai pas trouvé de moyen d'enlever le bip à chaque fois là, donc ça réveillait un peu tout le monde à différents moments pendant la nuit, c'était un peu pénible. Bref, donc toujours est-il, donc voilà, moteur hybride, donc là on est repassé sur le moteur essence. Ce qui est assez sympa, c'est qu'on a des caméras partout dans le véhicule, enfin autour du véhicule, qui permettent d'avoir, vous savez, la vue de dessus qui est recomposée là quand on est en train de faire un créneau, c'est bien pratique. Mais c'est aussi pratique dans le sens où elles sont quasiment constamment actives. Il y a une détection des panneaux qui est active avec la caméra frontale principalement, je suppose, qui permet d'avoir au niveau du tableau de bord un rappel des différents panneaux que la voiture aura pu croiser. Donc vous avez de la limitation de vitesse qui elle vient, je pense, de la carto. Mais par exemple, je l'ai vu sur certaines zones de travaux qui étaient pas signalées dans le TomTom, ou des petits panneaux même. On était à l'étranger, on est passé par l'Espagne avec des panneaux un peu chelous, etc. Je mettrai une petite image en plus de ce que j'ai réussi à prendre en photo, et qui s'affiche du coup au tableau de bord. Donc c'est pas mal quand on est en zone de travaux, par exemple, avec le régulateur activé. Il vous propose d'adapter la vitesse et de passer à la vitesse qu'il a détectée. Donc bon, faut pas lui faire une confiance non plus pleine et entière, je pense, mais c'était intéressant de voir le côté détection, de dire ah tiens, il a vu un panneau, surtout sur les panneaux d'interdiction ou un panneau de danger, il le voit, il vous l'affiche au tableau de bord. Donc au niveau du sélecteur, enfin du module qui donne la puissance que vous êtes en train d'utiliser, j'ai pas trouvé comment avoir une espèce de conso instantanée. Bon, soit à la limite, mais ce qui est pas mal de voir, c'est qu'il y a bien un freinage régénératif. C'est-à-dire que quand vous freinez, vous passez en mode charge de la batterie, ce qui vous donne un petit peu de jus pour les prochains redémarrages éventuels. Donc c'est toujours mieux de le charger. À un moment, j'ai arrêté. Il y a quelques jours où j'ai pas pu recharger la voiture. J'avais un warning qui n'arrêtait pas de se mettre à l'écran en disant pour profiter pleinement vraiment du côté hybride rechargeable, pensez à recharger quoi. Donc je comprends. Hein. Juste que moi j'avais pas la possibilité forcément de le faire. Le loueur, lui, il ne m'a donné que le chargeur de base, qui est un chargeur pour prise secteur classique, un chargeur 16 ampères, donc quand même surprise renforcée comme on dit, surprise avec le petit dément, donc type green up, etc. Mais il m'a pas donné de câble T2, donc du coup pour la recharge sur les bornes publiques c'était pas idéal quoi. Donc on entend le start and stop du moteur. Vous voyez là, j'ai un stop qui apparaît sur mon écran et qui vient en fait du panneau qui a été détecté juste là. Là on était autour de 25 km/h quand le moteur thermique a repris le relais. Vous avez tout forcément tout ce qui est. Il y a une application Peugeot que vous pouvez installer sur le téléphone pour discuter avec la voiture. Vous avez aussi le Bluetooth classique pour faire un certain nombre de choses. Vous avez, je vous dis, la partie CarPlay qu'il faut utiliser forcément branché sur l'USB qui est à l'intérieur de la trappe, qui est ici là.
Et là on va aller direction station essence, on va aller faire le plein et ensuite un petit tour de rocade pour voir justement la partie régulation adaptative, comment elle fonctionne, enfin comment ça fonctionne, et que ça fonctionne plutôt bien, hein. On a fait vraiment pas mal de bornes avec. C'est quand même une fonction qui est hyper pratique, qui est un peu piège dans le sens où il ne faut pas s'endormir non plus, hein, parce que vous avez une voiture qui accélère, qui freine un peu toute seule, qui vous garde dans votre voie et qui conduit presque seule. Il y a quand même quelques garde-fous qui font attention à ce que vous avez bien les mains sur le volant, que vous soyez bien actif, on va dire, sur le volant à faire quelque chose et pas simplement en train d'essayer de le faire à l'autopilote. Aujourd'hui on n'a pas de voiture autopilote en Europe autorisée à ma connaissance. Les Tesla peuvent le faire en théorie, mais je crois qu'il me semble qu'en Europe on a, et en particulier en France, ce ne soit pas encore autorisé. Bon, sous réserve. Le menu de clim qui est assez classique avec bizone automatique, juste bien. On n'a pas toujours le même ressenti avec madame à côté du froid et du chaud, donc ça permettait de gérer un petit peu deux températures quand même différentes. Et là on va aller mettre, donc vous avez deux trappes sur le véhicule. Vous avez une trappe à droite qui est pour le carburant, donc ce que je vais aller faire, et une trappe à gauche qui permet la recharge électrique. Et donc là on va aller faire le plein. Donc bouton de parking qui se met en mode P sur la boîte auto, le frein à main qu'on peut rajouter aussi, on éteint le moteur, et il y a un petit bouton ici à gauche du volant qui permet d'ouvrir la trappe à essence. Celui-là, quand vous ne le trouvez pas au début et qu'on ne vous l'explique pas, et ben merci Google. Et on va aller faire le plein. Allez. Donc, du coup, le contre-point d'avoir une voiture hybride rechargeable, c'est que le réservoir d'essence est assez petit, à peu près une quarantaine de litres. Ce qui fait que vous avez l'impression de passer souvent à la pompe, hein. Là j'ai fait le plein et il m'annonce une autonomie à 640 km. Bon, ce qui est bien, mais c'est pas non plus, on est loin des 1000 qu'on retrouve sur certains véhicules, des 1000 bornes d'autonomie. Je résiste pas quand même à le fait de vous montrer le côté marche arrière avec toutes les caméras. Donc on a les rétros qui se baissent, ça c'est réglable, et vous avez l'image d'ensemble qui se construit petit à petit avec toutes les différentes caméras qui vous permettent de vous garer tout comme il faut. Vous avez aussi un mode sport, hein, sur le drive mode, là vous pouvez switcher en mode, sur le mode sport. Grosso modo, à part avoir un accélérateur qui est un petit peu plus sensible, enfin qui est même beaucoup plus sensible, peut-être une impression aussi, alors ça je sais pas, c'est peut-être une impression de bruit qui est peut-être un petit peu différente aussi à l'intérieur du véhicule. Sorti de ça, je pense que vous avez une collaboration électronique qui est un petit peu différente entre les moteurs thermiques et électriques. Bon, de toute façon c'est une voiture qui avance, hein. Il n'y a pas de souci de ce côté-là. Vous n'aurez pas l'impression de vous traîner, malgré que ce soit un véhicule imposant. On est quand même dans le SUV un peu lourd. J'ai pas regardé sur la fiche technique, je le marquerai en bas de l'écran, peut-être le poids. Mais bon, c'est sûr qu'on n'est pas sur un véhicule de 900 kg comme j'ai sur le reste des vidéos avec la Dacia Spring. Malgré tout, voilà, on a une consommation qui reste raisonnable, si on peut dire ça comme ça, pour un véhicule de cette catégorie-là, hein. Je vous dis 6 litres 6, voilà. Bon, après je roule pas vite, je roule pas très fort, hein. Donc je pense que quelqu'un qui appuie un petit peu, il peut facilement taper le 7 litres, 8 litres, voire faire que de l'urbain en mode un peu nerveux, etc. et d'aller taper encore un peu plus haut. Mais en même temps, je pense que voilà, vous aurez du mal à faire beaucoup moins que ça aussi. Donc ça veut dire quand même c'est un véhicule, si vous l'utilisez que sur le moteur thermique tout le temps, bah, c'est pas hyper ni hyper efficient ni hyper intéressant finalement de l'utiliser. L'impression de vitesse est peu présente dans la voiture, donc il faut vraiment surveiller le compteur parce que on s'emballe vite, on s'emballe très vite même, je trouve. Le poids du véhicule fait qu'il y a une certaine inertie, plus la boîte automatique avec un freinage régénératif qui se met pas en route de manière très puissante, et j'ai pas trouvé de réglage où on puisse lui dire d'être un peu plus agressif sur ce freinage là. Donc du coup voilà, vous n'allez pas avoir la vitesse qui redescend très rapidement, donc c'est à savoir quand même quand
quand vous anticipez, je sais pas, un passage de 130 à 110, de 110 à 90 machin, voilà, vous pouvez vous lâcher l'accélérateur. Vous attendez pas non plus à une redescente très rapide en termes de vitesse. Il y a quand même pas mal d'inertie du véhicule. Donc là c'est bien, il y a un petit peu de trafic. On va pouvoir activer la partie régulation des vitesses. Donc là on est limité à 70 sur cette voie. Je vais basculer le régulateur à 70. Donc vous voyez, enfin moi je vois à l'écran, je ne sais pas si vous voyez si loin, mais vous avez la véhicule qui s'entoure de vert là, avec les deux lignes vertes de chaque côté. Ce qui veut dire qu'il a bien détecté les lignes des deux côtés et qu'il va vous maintenir dans la voie. Et j'ai aussi le régulateur qui est réglé sur 70. Là je viens de voir, il y avait un panneau 70 qui est passé, la consigne 70 vient de s'afficher à l'écran. Par contre c'est vrai que tant qu'il n'y a pas grand monde sur la route, je ne sais pas si ça va être très flagrant pour vous de voir le côté adaptatif, puisqu'il n'a pas de raison d'aller plus vite ou moins vite. On verra si ça se présente. De toute façon vous allez voir la vitesse qui... Là vous voyez il y a un léger virage. Si je ne tiens pas le volant, vous voyez, enfin je ne suis pas loin, hein, mais vous voyez le moteur peut-être il donne ces tout petits à-coups qui permettent de se maintenir dans la trajectoire. Sachez que aussi si vous essayez de sortir de votre ligne volontairement, vous allez avoir quand même une certaine résistance du volant à changer de voie tant que vous n'avez pas mis le clignotant. En gros le clignotant dit ok je laisse tomber tout ce qui est contrôle. Par contre tant qu'il n'y a pas de clignotant, il va vraiment faire en sorte, bon, il va vous laisser conduire hein, quand même, hein, mais il va faire en sorte que vous restiez dans votre voie. Et donc vous allez avoir ce léger contre-coup de volant là qui vous dit non, qu'est-ce que tu fais, alors que c'est quand même assez normal de vouloir changer de voie. En même temps c'est bien, c'est très incitatif, ça nous invite à mettre votre clignotant quand vous changez de voie, ce qui est le code de la route, donc c'est très bien. Donc dès que je freine, forcément tout se met en pause. Et on va voir là, vous voyez, l'inertie de véhicule quand même met beaucoup de temps à ralentir. Donc il y a quand même la détection aussi des objets proches. Moi je le vois dans l'écran, vous avez une petite voiture qui s'affiche devant, qui vous dit à quel point vous êtes proche ou pas. D'ailleurs c'est pareil dans la partie régulation, vous pouvez avec le bouton du haut sur la commande dire si vous voulez être à une distance normale du véhicule qui vous précède, à une distance plutôt proche, plutôt en contexte urbain, ou une distance plutôt lointaine. Et donc lui il va avoir il va adapter la vitesse pour vous maintenir à une certaine distance de ce véhicule. C'était assez surprenant sur l'autoroute aussi, vous avez des gens qui se rabattent à l'arrache hein, devant vous à une vitesse inférieure, donc du coup vous sentez tout de suite la vitesse qui redescend et le véhicule qui a envie de prendre de la distance vis-à-vis de celui qui vient de vous passer juste devant vous. Donc c'était des fois ça fait quelques surprises. Malgré tout on peut dire quand même que ça conduit bien, ce côté je vous garde dans la voie, etc. Après il faut faire attention, il y a certains endroits, parce que c'est quand même l'interprétation des lignes blanches sur les côtés. Il y a certains endroits où il fait un peu peur quand même, hein, le pépère. Donc attendez, moi il faut que je regarde où est-ce que je vais aussi. Il faut que je retrouve mes parkings qui doivent être par ici. Oui, il vous fait un peu peur par exemple quand vous avez une sortie d'autoroute où vous avez un dédoublement de ligne, vous avez de dédoublement de voie. Il y a un moment du coup où les marquages de côté vont être très espacés ou avoir des nouveaux qui apparaissent, etc. Il m'a fait quelques frayeurs quand même. Alors pas changer complètement de trajectoire non plus, hein, mais à faire des mouvements ou à partir dans des directions, tu dis oh Coco, qu'est-ce que tu fais là? Donc de toute façon, le conseil qui est de toute façon à peu près la loi française, c'est que soyez toujours maître de votre véhicule. On s'amuse pas à faire trop. Si vous voulez lâcher le volant, il faut que ce soit vraiment non. Faut pas lâcher le volant. Toujours garder quand même les mains vraiment pas loin. De toute façon, vous aurez un petit warning qui s'affiche dès qu'il estime que vous n'avez plus les mains sur le volant ou que vous n'êtes plus actif à le maintenir ou à corriger légèrement les trajectoires, etc. Enfin, je sais pas quel est le mécanisme exact de détection, mais il vous dira attention, gardez les mains sur le volant. Des fois il me le mettait à l'écran alors que j'avais les mains sur le volant. C'est juste que je pense que si vous êtes un petit peu
souple, c'est-à-dire voilà, je sais pas comment il fait la détection. Peut-être qu'il essaye de vous faire tourner un peu le volant, voir si vos mains sont là, si ça répond, s'il y a une résistance. Serré là. Donc, tous les petits radars qui font des bip 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 partout. Quand vous arrivez au péage par exemple, ils vous encouragent à rester à peu près à 1 km du distributeur de tickets, ce qui n'était pas GG de ce point de vue là. Dans les petites choses en vrac que j'oublie, vous avez aussi le rétro qui s'obscurcit un petit peu. Vous avez tout ce qui est feu automatique. Donc ça marche pour tout ce qui est feu de croisement, on va dire, qui se mettent en route en fonction de la luminosité. Ça, c'est une chose. Et vous avez aussi les feux de route qui sont automatiques. Donc vous voyez sur autoroute, là, cette nuit par exemple, dès qu'il estime qu'il n'y a plus d'autres véhicules que vous allez gêner. Donc je ne sais pas exactement là aussi comment ça fonctionne, ce truc-là. Mais c'est vrai que dès qu'on voyait les phares d'un autre véhicule au loin, pouf, il les enlevait, et dès qu'il estimait qu'il n'y avait plus trop d'activité autour de vous, vous avez les phares qui se mettent en route. Donc c'était assez pratique, ça marchait assez bien comme détection. Vous avez aussi détection des angles morts, donc forcément avec les rétros qui s'allument en cas de personne qui serait dans vos angles morts. Qu'est-ce que je vous ai pas dit encore, à part que c'est une voiture qui est bien pour la conduire quand même, pour faire la référence au nul. Et le petit rappel que je fais aussi sur les autres vidéos, bon, pourquoi est-ce que je roule avec cette voiture là plutôt que sur les autres vidéos où j'ai la petite Dacia Spring électrique. Donc j'avais souscrit avec Renault Dacia, et auprès de Diac un contrat qui s'appelle VR Liberté ou Switch Car selon les appellations, qui permet d'avoir, pour 20 € par mois que je rajoute dans mon prix de LOA, je bénéficie donc de 30 jours de location de véhicule, que je peux avoir pour les vacances, quand j'ai besoin de partir en week-end quelque part où je sais que ça va être compliqué de recharger, où j'aurai pas nécessairement le temps de faire beaucoup de kilomètres en peu de temps, et où j'ai pas envie de me prendre la tête avec la recharge. Donc du coup c'est un système qui est pas mal, qui a ses avantages, qui répond toujours à la question qu'on a sur les véhicules électriques, de dire bah oui mais quand tu pars en vacances tu fais quoi. Donc partir en vacances malgré tout, là je l'ai vu, que ce soit en France, même en Espagne, le réseau de bornes se densifie quand même bien. J'ai pas roulé le samedi non plus, donc c'était pas les jours de grande affluence, mais il y avait toujours des chargeurs dispo. Dans toutes les aires d'autoroute où je me suis arrêté, que ce soit d'un côté ou l'autre de la frontière. Ça reste cher, tout ce qui est recharge sur autoroute. Donc du coup, cette option-là répond quand même d'une certaine manière à cette problématique-là, de savoir comment switcher sur un autre véhicule en cas de besoin. Sachant que moi, en tant que particulier, si je vais voir une agence de location pour ce que je viens de faire pendant 10 jours, ça va me coûter plus ou moins 1 500 €. Donc là je suis content d'avoir une option à 20 € par mois, qui me permet de faire ces journées-là. Donc 30 jours par an. Donc j'ai l'impression qu'il y a eu des changements au niveau contrat, parce que moi dans la version que j'ai signée, les 30 jours je peux les utiliser comme je veux, c'est-à-dire saucissonner un petit peu comme j'en ai besoin. Alors que j'ai vu d'autres commentaires de gens qui ont pris cette option plus récemment et qui étaient limités en nombre d'épisodes où ils peuvent utiliser ces jours de location. Donc je sais pas trop qu'est-ce qu'il en est maintenant, il faudrait que je me renseigne. Peut-être si vous avez cette option et que vous avez rencontré, vous avez regardé ces petites lignes en particulier, dites-moi, ça m'intéresse de savoir un petit peu comment ça fonctionne pour vous. L'arrière-boutique derrière, c'est que quand vous faites appel au service, c'est AXA Assistance qui vous répond, et qui est un intermédiaire de Renault et de Dacia pour trouver une location de véhicule là où vous en avez besoin en France. Il faut que la France, ça veut dire après une fois que vous avez le véhicule vous pouvez bouger, mais par contre vous devez être en France pour réceptionner le véhicule. Et moi je vais essayer de trouver mon agence pour restituer le véhicule, parce que du coup potentiellement à chaque fois qu'on appelle, vous tombez chez un loueur du privé, vous tombez chez Renault Rennes, vous tombez j'ai fait du Sixt, j'ai fait du Avis,
enfin, un petit peu tout ce qui était possible de faire dans le monde de la location véhicule. Je crois que je suis allé un petit peu chez tout le monde. Donc c'est bien. Après voilà, c'est un service d'assistance. Il y a eu 2-3 fois où voilà, c'était un petit peu compliqué de leur faire comprendre que j'ai pas besoin d'un véhicule juste pour le fun, quoi. C'est pas un véhicule parce que le mien est au garage et que ça m'arrangerait bien d'avoir une voiture, quoi. Non, c'est voilà. Moi je pars en vacances, j'ai des réservations qui sont bouclées, etc. J'ai besoin d'un véhicule pour partir en vacances, pour faire des bornes, etc. Je peux pas emmener toute ma famille, on peut pas être à 5 et rouler en Fiat 500. Voilà, ça c'était un épisode qui m'est arrivé. J'étais content. Donc voilà, on arrive au loueur. Moi je vous dis à bientôt et pour un prochain épisode de mes tests de voiture avec la Liberté Switch Car.